Je viens d'inaugurer un nouveau titre, ancien président. Merci Olivier de souligner ce fait important dans ma carrière. Voilà, donc vous avez adoré ce matin. Je pense qu'on va toucher le cœur du sujet puisqu'on va parler d'innovation, on va parler de formation, on va parler de recherche. Et c'est ça qui va donner une dynamique encore plus forte à la France dans son développement, dans la création de richesses. Alors Madame la Ministre, je me trouve dans une situation fort paradoxale, celle d'être chargé de vous accueillir chez vous. Ici, dans ce temple de l'enseignement supérieur, dont vous êtes, avec la recherche et l'innovation, la ministre. Alors, durant toute notre après-midi, nous allons nous poser des questions fondamentales. Comment notre pays, dans son ambition de devenir, pour les investisseurs étrangers, The Place to Be, qui est le titre de notre conférence, pourrait, mieux qu'il ne le fait, mobiliser ce capital d'intelligence et de créativité qui lui est universellement reconnu. Comment notre pays, qui durant tant d'années a été avant-gardiste dans le domaine académique, lui qui est l'héritier d'une notoriété largement construite sur le prestige de ses savants et de ses intellectuels, pourrait mieux valoriser ses atouts pour continuer à asseoir son rayonnement et son attractivité. Ces questions donnent tout son sens au choix que nous avons fait de les installer cette année ici à la Sorbonne. Elles prennent aussi leur pleine dimension en vous invitant à ouvrir nos débats de cet après-midi. Mais avant de le faire, j'aimerais aussi saluer une initiative très symbolique. Nos États de la France viennent d'être rejoints par les participants du colloque chercheurs-entrepreneurs organisé ce matin par AEF sur le campus Pierre et Marie Curie. Je les salue. Merci à Daniel Deruy d'être à l'origine de cette heureuse initiative, de réunir, et cela me semble parfaitement symboliser l'objectif que nous poursuivons, entrepreneurs, chercheurs et universitaires, et illustrer ce vivre collégialement qui était l'idéal de Robert de Sorbonne. Alors Madame la Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas bien sûr solliciter l'éminente biologiste pour qu'elle évoque pour nous la régulation de l'expression génétique en fonction du cycle cellulaire et contrôle de la division cellulaire durant le développement précoce de l'embryon des souris, qui fut le thème de votre thèse de doctorat. Alors je sais que Olivier Marchal m'a dit qu'il souhaitait quand même évoquer avec vous quelques hypothèses sous-jacentes à votre raisonnement, mais ça il le fera après les États de la France. Bravo Olivier. Mais lorsque vous nous parlerez d'innovation, de recherche et d'enseignement supérieur, l'ancienne présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis nous parlera d'or et s'adressera à nous avec la légitimité que lui confère une expérience riche et exemplaire qui, voilà 18 mois, l'a installée rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Madame la Ministre, nos États de la France, de longue date, plaident pour un rapprochement entre les établissements supérieurs et l'installation de liens plus étroits avec le monde des entreprises, convaincu qu'il en va de notre attractivité, de notre capacité à innover et à attirer des talents. Je ferai référence à notre prix Nobel ce matin, Gérard Mourou, qui est en charge de développer le plus gros laser du monde, même s'il n'est pas construit en France, d'après ce que j'ai compris, pour aller explorer le vide. Alors moi, je pensais que dans le vide, il n'y avait rien, mais bon, lui va trouver certainement quelque chose, mais qui montre aussi les retombées qu'on peut avoir au niveau des entreprises dans ce domaine. Nous en rêvions, et à Nice, vous l'avez fait avec l'exemplaire création en 2015 de l'Université Côte d'Azur. Dans notre jargon, nous appelons cela passer du talk-to-talk au walk-to-walk, bon, jargon pour jargon. Et depuis que vous êtes installé à 2 pas d'ici, dans les murs de l'ancienne école polytechnique, vous n'avez eu de cesse de multiplier les initiatives pour rapprocher le monde académique et celui de l'entreprise, de manifester l'ambition de créer en France des universités de recherche de rang mondial, d'attirer dans nos universités et nos établissements supérieurs des talents étrangers, de favoriser les allers-retours entre le public et le privé. Madame la Ministre, c'est de tout cela dont nous allons parler cet après-midi, autour de 2 ambitions. Faire de la France le campus du monde, faire de la France le laboratoire du monde. Nous apprécierions que vous puissiez nous éclairer et éclairer nos débats de vos réflexions. Madame la Ministre, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour vos mots d'introduction, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, chers membres des États de la France, Mesdames et Messieurs.
Je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui et d'autant plus que nous sommes, et vous l'avez très bien dit dans votre discours introductif, quelque part dans un temple du savoir, et vous êtes néanmoins plus de 400 entrepreneurs à avoir choisi de vous réunir ici en Sorbonne. Et c'est un très beau symbole, le symbole du monde de l'entreprise qui vient à la rencontre des universités, à la rencontre de la recherche. Vous le savez comme moi, toutes les grandes nations du monde font ce choix de renforcer les liens entre la science qui progresse chaque jour et la société dans son ensemble, que l'on parle du monde socio-économique ou que l'on parle plus généralement de l'opinion publique. Ce choix, c'est un vrai choix de société. C'est celui d'ancrer notre vie collective dans un espace commun constitué de faits, d'objectivité et de rationalité. Alors ce choix, bien entendu, n'exclut pas le débat, au contraire, c'est même lui qui le rend possible. Mais débattre, c'est bien accepter de s'écouter, construire des arguments et ne jamais exclure qu'il est possible d'être convaincu par l'autre. Conforter les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les accompagner dans l'affirmation de leur rôle, de leur identité, c'est conforter ce choix de société. Et je l'ai dit, ce choix, la France est loin d'être seule à le faire, mais dans notre pays, c'est vrai qu'il peut prendre une résonance particulière. Pays de Descartes, pays de Diderot ou de Pasteur, la science occupe une place singulière, une place centrale, et il est important de la conforter. Cette histoire et cette culture, c'est elles que choisissent avant tout les étudiants et les scientifiques du monde entier lorsqu'ils choisissent la France pour venir y étudier ou y poursuivre leurs recherches. C'est le premier des atouts de cette France campus du monde que vous avez placé au centre de vos débats. Vous le savez, notre pays occupe le 4e rang mondial lorsqu'il s'agit d'accueillir les étudiants internationaux. Et le Premier ministre l'a rappelé ce lundi en ouvrant les rencontres universitaires de la francophonie. Ce rayonnement est un motif de fierté pour nous tous. Accueillir 320 000 étudiants internationaux, c'est une chance de rayonner, mais aussi et surtout une chance de partager, d'échanger, de construire, d'approfondir les relations qui unissent la France et les pays d'origine de ces jeunesses, relier la jeunesse de la France à la jeunesse des autres nations du monde. Notre objectif, c'est évidemment non seulement de conforter cette ouverture, mais surtout de faire plus et de faire mieux. Car si la France est attractive pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les entrepreneurs, ce que nous disent néanmoins tous les collègues internationaux que nous interrogeons, c'est que nous pouvons quand même faire mieux lorsqu'il s'agit d'accueillir ceux qui font le choix de la France. Comme vous, sans doute, je lis les témoignages qui paraissent depuis plusieurs jours dans la presse et ils sont éloquents. Ce qu'ils nous disent, c'est que les étudiants, les chercheurs internationaux ont bien souvent le sentiment, au tout premier jour de leur arrivée, de se retrouver très seuls face à l'écheveau de formalités administratives dont notre pays a parfois le secret. Et lorsqu'il s'agit des étudiants internationaux, ils sont d'autant plus seuls, ils se sentent d'autant plus seuls qu'ils ont l'occasion de comparer l'accueil dont bénéficient leurs amis à l'autre bout du monde, parfois dans des universités américaines, canadiennes, australiennes ou chinoises, ou plus près de nous, aux Pays-Bas ou au Danemark. Pour mesurer pleinement ces difficultés, il faut avoir tenté de sortir du cercle vicieux qui exige, pour ouvrir un compte en banque en France, d'avoir une adresse en France, et qui, pour louer une chambre ou un appartement en France, exige d'avoir un compte en banque en France. L'attractivité, c'est cela aussi. L'attractivité, ce sont des petites choses très concrètes, des petits détails qui font que l'on se sent plus ou moins bien accueilli, plus ou moins bien guidé. Et nous le savons, la réalité, c'est que sur ce plan, nous avons encore beaucoup de progrès à faire, tout particulièrement lorsque nous nous comparons à nos amis étrangers. Car il ne faut pas s'y tromper, les équilibres du monde changent,
de nouveaux pays entrent dans la course et des stratégies d'attractivité voient le jour un peu partout. Les chiffres sont éloquents. La Turquie, la Chine, l'Arabie saoudite courtisent la jeunesse du monde, construisent des programmes sur mesure pour les étudiants internationaux, et il est temps que la France prenne ce sujet à bras-le-corps. Si nous voulons faire mieux que ce que nous faisons, si nous voulons nous fixer un objectif ambitieux de 500 000 étudiants internationaux accueillis d'ici 2025, alors nous devons reconnaître que les étudiants internationaux ont des attentes, ont des besoins particuliers, et nous devons y répondre. Et c'est tout l'objet de la stratégie Bienvenue en France que le Premier ministre a présentée lundi et qui repose sur 3 piliers. Garantir les meilleures conditions d'accueil possibles aux étudiants internationaux, ce qui veut dire s'attaquer très concrètement à toutes les complications administratives que j'évoquais à l'instant, en commençant cet effort de simplification et d'accompagnement dès le stade de la demande de visa, mais en travaillant aussi, et vous savez à quel point c'est important pour le monde de l'entreprise, à la possibilité d'avoir des étudiants internationaux qui intègrent les procédures de stage, qui intègrent les formations en apprentissage, sans être obligés de se voir, selon le cas, appliquer ou pas un statut d'employé plutôt qu'un statut d'étudiant, un contrat de travail plutôt qu'un statut d'apprenti ou de jeune en formation avec un stage professionnalisant. Dans cet effort de simplification, évidemment, chacun prendra sa part et c'est bien un travail interministériel qui est en train de se mettre en place sur ce sujet, avec Christophe Castaner, bien sûr, pour améliorer la question des visas, mais aussi avec Muriel Pénicaud pour justement mieux prendre en compte cette possibilité pour les étudiants internationaux d'inclure un stage professionnalisant, une immersion dans le monde de l'entreprise dans leur cursus. Les établissements eux-mêmes s'engagent dans l'amélioration de la qualité de l'accueil. Beaucoup d'initiatives ont vu le jour et nous allons mettre en place un label Bienvenue en France qui sera créé dès cette année et qui permettra de définir un standard commun en termes d'accueil, en termes d'accompagnement. Il faut que nous puissions dire à l'ensemble des étudiants internationaux qui hésitent ou qui regardent en détail ce que proposent les différents établissements, eh bien, voilà ce que vous trouverez dans ces établissements labellisés: plus d'accueil, plus d'accompagnement, la capacité d'avoir des réponses à vos questions, un guichet unique pour vos formalités administratives et ainsi de suite. Cette démarche, elle sera accompagnée d'un fonds d'amorçage doté de 10 millions d'euros pour soutenir les actions concrètes qui verront le jour dès cette année. Et bien sûr, cela signifie que nous devons aussi poser la question des langues, la question du français, langues étrangères, mais aussi la question de formation en langue étrangère dans nos établissements. Je pense aussi bien aux enseignements et aux cursus en anglais, qui sont encore trop peu nombreux, mais aussi aux formations qui peuvent se dérouler dans d'autres langues dont on sait qu'elles sont extrêmement importantes, notamment pour le commerce international. Et là encore, d'expérience, si vous souhaitez conclure des accords avec des entreprises chinoises, vietnamiennes, indiennes, eh bien, un minimum de connaissances, d'usage, de culture de ces différents pays, bien évidemment, facilite les choses. Et c'est très important que nos étudiants soient armés aussi pour cette capacité à comprendre comment se font les échanges commerciaux, comment se passent les accords, avec, j'allais dire, une connaissance plus fine de ce qui peut se passer dans ces différents pays. Le deuxième pilier de la stratégie internationale repose sur des frais d'inscription différenciés qui s'accompagneront d'un triplement des bourses et des exonérations. Je vais être très claire aussi sur ce sujet qui concerne les étudiants internationaux qui ne résident pas dans un pays de l'Union européenne ou en Suisse, en rappelant que la collectivité nationale continuera à prendre en charge les 2/3 du coût des formations publiques pour ces étudiants
Et c'est pourquoi nous resterons loin, et même très loin parfois, des pratiques qui ont cours dans d'autres pays. Mais la conviction que porte le gouvernement, c'est que les étudiants internationaux ont des besoins et des attentes spécifiques, et nous devons arrêter de faire comme si cette question ne se posait pas ou n'existait pas. Cela n'enlève rien aux progrès qui ont été faits, ceux-ci restent néanmoins insuffisants, et nous avons besoin de moyens spécifiques pour répondre à ces attentes spécifiques. Ce sont ces moyens qui permettront aussi, dans une logique de redistribution qui est caractéristique de ce que porte notre pays en termes de valeurs, ce sont ces moyens nouveaux qui permettront de tripler le nombre de bourses, qui permettront d'exonérer les étudiants internationaux, afin que nous restions bien dans une logique où aucun étudiant ne soit empêché, pour des raisons financières, de rejoindre une formation française qui a accepté sa candidature. C'est plus de 15 000 bourses et exonérations du gouvernement français qui bénéficieront prioritairement aux étudiants venus du Maghreb ou d'Afrique. C'est aussi 6 000 bourses d'exonération qui seront attribuées aux universités et aux écoles pour qu'elles puissent monter des stratégies internationales et au-delà, bien sûr, qu'elles puissent faire bénéficier les étudiants inclus dans des accords internationaux d'exonération ou de frais spécifiques. Il faut être extrêmement clair sur ce sujet. Ces frais ne concernent pas les étudiants internationaux d'ores et déjà inscrits en France. Et sur la question particulière des doctorants, nous avons là aussi une réponse particulière. Il est essentiel d'attirer des doctorants venus du monde entier, mais exonérer par principe et a priori les doctorants internationaux de frais d'inscription aurait quelque chose de paradoxal et ne serait pas cohérent avec la valeur centrale que nous reconnaissons au doctorat. En revanche, ce qui est clair, c'est que ces frais d'inscription des doctorants internationaux, comme c'est le cas partout dans le monde, doivent pouvoir être pris en charge dans le cadre des financements qui soutiennent le développement des projets de recherche auxquels ils participent. Que ces financements viennent de l'ANR, des programmes d'investissement d'avenir, des fonds européens ou de l'État. Et évidemment, nous travaillons d'ores et déjà pour faire en sorte que, comme partout dans le monde, les meilleurs doctorants puissent bénéficier d'exonérations de droits d'inscription qui s'associent à des financements de leur doctorat. Le troisième pilier de la stratégie Bienvenue en France, c'est celui du renforcement de la présence des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français à l'étranger. Car si les étudiants internationaux sont nombreux à venir à nous, nos écoles et nos universités sont aussi de plus en plus nombreuses à aller à eux, et c'est une très bonne nouvelle parce que l'objectif est que nous puissions projeter en miroir des écosystèmes complets, des écosystèmes qui incluent de la formation, de la recherche, de l'innovation et des entreprises. Pour démultiplier ces initiatives qui existent d'ores et déjà, Jean-Yves Le Drian a décidé de mettre en place là aussi un fonds d'amorçage de 5 millions d'euros qui, dès 2019, permettra de soutenir les projets en cours d'élaboration, notamment avec le Sénégal ou avec la Tunisie, avant que l'Agence française du développement ne prenne le relais pour soutenir la réalisation de ces nouveaux campus co-construits entre les établissements d'enseignement supérieur des pays concernés, en lien avec les attentes en termes de développement des gouvernements de ces pays, et en lien, bien sûr, avec le monde socio-économique et les futurs employeurs des étudiants qui auront été formés dans ces pays au service du développement de leur pays. C'est une façon différente d'envisager le rayonnement de l'enseignement supérieur français, mais c'est une façon qui, là aussi, fait ses preuves. Nous savons que les classes moyennes vont augmenter très fortement sur Terre et ça, c'est lié essentiellement au développement des pays émergents et à la population de ces pays. Qui dit augmentation des classes moyennes dit augmentation du besoin et de l'envie de faire des études supérieures des enfants de ces classes moyennes.
Et ce que nous savons, c'est que ces jeunes auront envie d'une expérience internationale. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est de les préparer à cette expérience internationale en leur permettant d'avoir des formations, du standard des formations délivrées par les établissements d'enseignement supérieur français dans leur pays, qui ensuite s'associent à des mobilités qui peuvent être plus courtes, de quelques mois, de manière à venir vraiment bénéficier de la culture française. C'est une autre façon de penser l'internationalisation parce que, nous le savons, le nombre d'étudiants internationaux va doubler d'ici la fin des années 50 et c'est très important de penser aussi cette envie d'international et ces nouvelles formes de mobilité avec notamment l'usage du numérique. C'est donc un choix d'ouverture, un choix de rayonnement, le choix de faire de la France, sur le sol français comme à l'international, eh bien, le campus du monde. La France, c'est aussi, au-delà des offres de formation, le laboratoire du monde. Et je dois vous dire que je suis aussi très heureuse que vous ayez fait le choix de placer ces deux dimensions au cœur de vos échanges, car évidemment, en universitaire, je vous dirais qu'il est impossible de séparer le monde de l'enseignement supérieur de celui de la recherche et de l'innovation. L'université, au sens fort du terme, c'est bien le lieu d'où rayonne la recherche en train de se faire, et elle rayonne par de multiples canaux. La formation initiale, bien sûr, mais également la formation continue, la formation tout au long de la vie, et la valorisation et le transfert de ces connaissances sous toutes leurs formes. C'est pourquoi bâtir une société de la connaissance, une économie de l'innovation, c'est bien placer les établissements d'enseignement supérieur et de recherche au centre du jeu. Dire cela, et je tiens vraiment à le préciser, ce n'est absolument pas prendre parti dans le clivage entre universités d'une part et organismes de recherche d'autre part. Vous ne me ferez jamais choisir entre les deux. Nous avons besoin de grandes universités de recherche qui jouent pleinement leur rôle et nous avons besoin d'organismes de recherche qui permettent de structurer des politiques publiques à l'échelle nationale. Depuis trop longtemps, dans notre pays, parler de recherche, c'est avant toute chose parler de structure et parler d'organisation. Bien sûr, nous avons besoin de simplifier les choses pour nos scientifiques qui sont parfois confrontés à des difficultés administratives là aussi inextricables, mais aussi et surtout pour l'ensemble des partenaires de la recherche et notamment pour les entreprises qui, par moments, ont un peu de mal à se retrouver dans un paysage que l'on peut qualifier de foisonnant. Chacun le sait, aujourd'hui, nouer un partenariat avec une université, un laboratoire, un organisme avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler, eh bien, c'est faire face à une incertitude. C'est déjà prendre le temps de comprendre le mode de fonctionnement, puis être confronté à des exigences contractuelles nouvelles et souvent variables, qui apparaissent parfois très décalées avec la réalité et qui, en toute hypothèse, ne sont jamais les mêmes que celles de l'université ou de l'organisme de recherche voisin, alors que dans tous les cas, nous parlons d'établissements régis par le public. Alors oui, bien sûr, nous devons une plus grande simplicité à tous les partenaires de nos universités, de notre recherche, et nous y travaillons en nous appuyant sur les sites pour qu'émergent de vrais campus d'innovation, avec une porte d'entrée identifiée, des conditions de partenariat claires, nettes et aussi simples que possible. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, au-delà de cette complexité difficilement acceptable, vous avez autour de vous, dans notre pays, l'un des systèmes de recherche les plus avancés du monde. Nous demeurons une très grande nation de science et nous avons le droit et même, je dirais, le devoir d'en être fiers, de le revendiquer, car c'est un atout exceptionnel, majeur pour toute la société française. Mais avec la loi que nous portons avec Bruno Le Maire, ce sera
pour l'ensemble des entreprises, la possibilité d'utiliser des contrats types pour passer des conventions avec des laboratoires de recherche académique. Ce sera un interlocuteur unique, quel que soit le nombre de tutelles du laboratoire avec lequel on souhaite travailler, qui sera face à vous pour négocier ces contrats et notamment les questions de propriété intellectuelle. C'est aussi de véritables campus d'innovation où pourront se mêler dans le même espace des étudiants, des entrepreneurs, des chercheurs, des professeurs, avec d'énormes machines à café communes, car j'en suis convaincue, c'est autour des machines à café que naissent les projets et que naissent les innovations. La France, c'est une école de mathématiques unique au monde. Ce sont des scientifiques récompensés année après année par des prix Nobel. Ce sont des organismes de recherche reconnus comme des acteurs mondiaux de premier plan, capables de jouer d'égal à égal avec les plus grandes institutions internationales. Et pourtant, la France, c'est aussi un pays avec lequel dans lequel les entreprises ont du mal à travailler avec les laboratoires académiques. Et c'est vraiment ça que nous devons changer. Nous sommes donc une grande puissance scientifique, une grande puissance universitaire. Et ça aussi, c'est l'expression d'une culture et c'est l'expression d'un choix politique. Ce choix politique, ce gouvernement l'a fait et il est crucial car il nous engage tous. Et c'est la raison pour laquelle les moyens de mon ministère ont augmenté de plus de 1,3 milliard d'euros en 2 ans, sans compter les financements issus des programmes d'investissement d'avenir successifs. Ces moyens, nous devons les conforter et nous devons, ensemble, montrer que, ils sont justifiés parce que nous préparons l'avenir de la France, parce que nous préparons la France à la concurrence internationale. Celle-ci est rude. Nombreux sont les pays qui redoublent d'efforts et qui redoublent de financement. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est crucial que l'Union européenne continue d'accorder une priorité forte au développement de la recherche et de l'innovation sous toutes leurs formes. Et c'est pourquoi il est aussi primordial que nous nous préparions à répondre de manière plus efficiente aux appels à projets dans le cadre du prochain contrat Horizon Europe. Nous avons un taux de succès en ce qui concerne les candidatures sur les programmes Horizon Europe, qui est un taux de succès qui est tout à fait honorable, mais nous avons un taux de candidature qui est extrêmement faible. Bien sûr, la raison peut être le fait qu'il est difficile de constituer des dossiers. La raison invoquée est aussi probablement dans la forme de complexité que nous avons laissé s'accumuler, là aussi, année après année, avec, lorsqu'une entreprise souhaite déposer un contrat européen avec un laboratoire académique, toujours ce même sujet de est-ce qu'il est possible que le public parle d'une seule voix de façon à ce que nous puissions avancer conjointement. Notre objectif, c'est de repenser, parmi les missions confiées au pôle de compétitivité, cette capacité à accompagner le dépôt de candidatures pour des financements européens. Notre objectif, c'est aussi, en ce moment même, de contribuer à définir avec nos partenaires européens quelles seront les grandes lignes financées dans le prochain programme cadre, car tout le monde sait bien que si l'on participe à la construction des objectifs de ce prochain programme cadre, ce sera évidemment plus facile et plus simple d'y avoir des succès lorsque nous y candidaterons. C'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu actuellement autour de ce prochain programme cadre. Elles sont déterminantes et j'y suis totalement engagée. J'ai bon espoir que nous puissions bientôt converger et que les États membres confirment la décision de consacrer 100 milliards d'euros à ce prochain programme cadre, ce qui en fait, quoi qu'il en soit, le plus grand programme de recherche et d'innovation mondiale. C'est une décision forte que celle d'affirmer encore la place singulière de l'Europe qui a placé la science au cœur de son projet.
parce que c'est de la science que viendront les progrès sociaux et économiques qui sont le propre de l'ambition européenne. Ce programme cadre fera toute sa place à la fois à la recherche la plus fondamentale, au travers du Conseil européen de la recherche, qui soutient des projets scientifiques de très haut niveau, sans aucune exclusive, jusqu'à l'innovation ouverte, avec la création du Conseil européen de l'innovation notamment. Et c'est bien sous l'impulsion du couple franco-allemand qu'une place toute particulière sera accordée à l'innovation de rupture. Nous prenons donc toute notre part du nécessaire effort de soutien à la recherche, et notamment à la recherche la plus fondamentale, dont l'histoire le montre, naissent les innovations les plus profondes et les plus imprévisibles. Mais c'est une évidence, si nous pouvons allumer et entretenir la flamme de l'innovation, c'est bien grâce à vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est parce que vous êtes là pour prendre le relais et conduire la connaissance issue de ces laboratoires jusqu'au marché. Les choix stratégiques de recherche et de développement pour vos entreprises, c'est à vous qu'il appartient de les faire. C'est pourquoi je suis heureuse de constater qu'un peu partout se diffuse la culture de l'innovation ouverte et du partenariat sous toutes ses formes. Ce qui me paraît essentiel, ce n'est pas d'affirmer que la recherche académique doit prendre uniquement une forme éthérée et ne pas se préoccuper du monde dans lequel nous vivons. Ce qui me paraît important, c'est de ne pas considérer que c'est l'industrie qui doit guider les axes de la recherche académique. Ce qui me paraît important, c'est que les gens se parlent. Pourquoi est-ce que c'est important que les gens se parlent ? Parce que tous ceux qui ont, dans leur vie, eu la chance de travailler à l'interface de ces deux mondes, qui sont tout aussi passionnants l'un que l'autre, savent que nous avons un problème de vocabulaire commun, que nous devons créer et inventer. Nous avons un problème de temps, et nous devons apprendre à connaître et à comprendre le temps de l'autre, et parfois à nous mettre dans le temps de l'autre. Et tout ça, c'est possible uniquement si, sans a priori, nous prenons le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. Ce partenariat, sous toutes ses formes, il doit se décliner dans chaque territoire, dans chaque écosystème, sous forme de projet. Et ce que je voulais vous dire cet après-midi, c'est que, de mon côté, je ferai en sorte que tous les outils de la recherche publique puissent accompagner le monde de l'entreprise dans ce tournant. Parce que ce rendez-vous, nous ne pouvons pas nous permettre de le manquer, et comptez sur ma détermination, nous ne le manquerons pas. Comme vous le savez, le président de la République en a fait une priorité absolue, l'innovation, et vos débats sont là pour le prouver, cette priorité est partagée. Alors sachez que vous pourrez compter sur moi pour vous accompagner, et je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches et très fructueux. Je vous remercie.